Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Épisode 11. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Biam. C'est bien. Je vais réussir à parler, je vous jure. Aujourd'hui, notre sujet. Le luxe et l'exclusivité. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? On a notre petite idée sur la question, donc on va en parler et puis vous donner nos arguments, voir un peu notre point de vue. C'est des concepts qui sont souvent liés et en fait quand on se renseigne un petit peu, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément égaux, mais pas forcément impérativement liés. Donc on voulait partager ça avec vous suite en fait à une observation qu'on a faite. Et on aimerait beaucoup avoir votre retour sur le sujet. Exactement. Donc d'abord, pourquoi ce sujet ? Pourquoi ce sujet? C'est parce que, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on a fait un petit retour sur un déplacement que j'ai fait, donc moi, Mathilde. Fin janvier, je suis allée dans les Alpes du Sud japonaises, dans le département de Nagano, pour participer à un tour organisé pour des touristes et qui était vendu comme exclusif. Nagano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notamment là où étaient les Jeux d'hiver en 98, qui avaient été très connus parce que du coup, il y avait eu de fortes neiges et que c'était des JO un peu compliqués. Sachant du coup que j'étais dans les Alpes du Sud, donc pas de neige en ce qui me concerne sur le week-end de fin janvier. On est en février là et le Japon est en train d'accuser de fortes chutes de neige, donc en fait, Oui. Mathilde est probablement allée à Nagano quand il fallait. Le timing était bon. Mais du coup, oui, j'avais vu sur le tour que c'était quelque chose d'exclusif. Mhm. Donc dans ma tête, je m'étais dit exclusif veut dire luxe, veut dire des expériences qui vont coûter cher, etc., etc. Le tour en lui-même était effectivement pas donné, mais pas non plus un prix délirant, mais bon, un prix conséquent quand même. T'es sur un programme de 3 jours ? Ouais, 2 jours et demi. Il y avait 2 nuits. Et on finissait le dimanche vers midi, donc on arrivait le vendredi matin, on rejoignait tout le monde en début de matinée, et puis vendredi, samedi, 2 programmes complets, et puis dimanche matin, parce qu'il y avait beaucoup de transport, on repartait de notre lieu de séjour vers 10h du matin. D'accord. Du coup, au niveau du programme, ton séjour a été prévu à partir de Tokyo ou tu les as retrouvés directement à un point de ralliement ? Alors le programme n'était pas prévu au départ de Tokyo, il était prévu au départ de la ville de Toyohashi, qui est donc pas loin de Nagano, qui est sur la ligne de Shinkansen entre Tokyo et Osaka. Donc j'ai pris le Shinkansen, qui est le TGV japonais, jusqu'à Toyohashi pour rejoindre le groupe et ensuite monter dans la ville de Iida, qui est le lieu où on a passé les 2 jours et demi. En termes de programme, tu parlais d'exclusivité. Ouais. Vous étiez un grand groupe ? Alors là, on était un groupe de 8. C'est un tour qui est prévu pour des groupes de 15 personnes. Ok. Donc un peu plus un grand groupe. Nous, le groupe de 8, c'était bien parce que ça permettait vraiment une bonne osmose, de bien prendre le temps de connaître les gens et de se faire plaisir, puis de profiter en fait du programme en lui-même. Mais du coup, ce qui a été un peu déclencheur de nos questionnements, c'était, on parle d'exclusivité, dans ma tête c'était lié au luxe, et sur le programme, je voyais nuit dans une maison traditionnelle japonaise. Donc on n'est pas du tout sur un hôtel, on n'est pas du tout sur quelque chose de luxueux, et en fait quand quand je me suis un petit peu plus renseignée, on était logé chez l'habitant. Ouais. Donc fallait ramener son set de nuit, voilà. Toutes les amenities dont on pourrait attendre n'étaient pas là, il fallait les prévoir. Voilà. Okay. Donc ça nous a fait nous dire, c'est bizarre, c'était un programme exclusif, un peu qui nous semblait luxueux, et en fait du coup ça a fait tilt que finalement exclusif c'est pas forcément le luxe.
Du coup, on s'est renseigné un petit peu et pour partager avec vous, le luxe en termes de définition, ça reste un concept, donc ça dépend un peu des gens de comment on le voit. Mais généralement, ça réfère à un produit ou un service de très haute qualité, souvent rare et coûteux, et qui procure un plaisir ou un confort exceptionnel. En contrepartie, l'exclusivité, on est sur quelque chose qui est unique, rare ou difficile à obtenir. Donc il y a un concept de rareté qui est commun. Ouais. Euh, Et en même temps, on va le voir un petit peu plus loin dans le luxe. C'est pas parce que c'est luxueux que c'est rare. mhm, Donc c'était intéressant de voir cette différenciation. Ouais. Notamment parce que quand on nous demande d'organiser des événements, il y a des gens qui nous demandent quelque chose de luxueux, il y a des gens qui nous demandent quelque chose d'exclusif, et en fait, souvent, c'est à peu près égal dans la tête des gens. Ouais. Sauf que, il s'avère que pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de la vaisselle luxueuse qui n'est pas de la vaisselle exclusive. Pour faire une comparaison facile, une grande marque de vaisselle, de la porcelaine, je ne sais trop où, va être considérée comme luxueuse, elle va Mhm. coûter très très cher. À côté de ça, une pièce d'artisan, ou par exemple un artisan qui n'est pas connu, donc qui vend ses pièces vraiment pas chères, mais ça va être des pièces uniques qui sont exclusives. Ça, c'est exclusif, mais pas luxueux. Par contre, la porcelaine de je ne sais où est, elle, considérée comme luxueuse, mais n'est pas exclusive parce qu'elle est vendue dans tous les magasins ou autres qui font la vente. C'est quand même souvent lié, le luxe et l'exclusivité, parce que mais c'est pas rare que les marques de luxe fassent des produits exclusifs. Ou dans le concept de tout le monde ne peut pas se payer quelque chose de luxueux, d'où l'exclusivité qui ressort du fait que ce ne soit pas accessible à tous. Ouais. Nous, pourquoi on trouve ça intéressant parce que aussi, nous, on a souvent des demandes de groupe où ce sera des expériences uniques pour découvrir la culture japonaise notamment, au sein de séminaires par exemple ou des journées professionnelles. Comment découvrir un peu plus la culture japonaise et pouvoir comprendre aussi via la culture, via les activités culturelles, comprendre la façon dont réagissent en fait nos interlocuteurs et nos partenaires. Nous, ce qu'on a fait dans le passé, c'était de booker certaines expériences qui sont difficiles d'accès. Nous, c'est notre réseau qu'on met à disposition de nos à clients. disposition de nos clients. Maintenant, effectivement, ça ne veut pas forcément dire qu'on va dans un grand hôtel pour découvrir, pour avoir un cours de, par exemple, un cours de kendo. Le cours de kendo, on se change dans la salle, tout le monde est face à soi, il n'y a rien de luxueux là-dedans. Par contre, c'est une expérience unique en elle-même, exclusive de par le fait que tout le monde ne peut pas avoir accès forcément à un entraînement de kendo traditionnel. Et c'est en ça qu'on a trouvé intéressant de pouvoir l'illustrer avec le voyage que Mathilde a fait à Nagano. Exclusif, luxueux sur certains aspects et moins sur d'autres. Mais pour le coup, vraiment un programme où, sans passer par l'organisateur de ce tour-là, en fait, on ne pouvait pas avoir accès à ces activités. Oui, c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, c'était un tour qui voulait faire, qui veut d'ailleurs, parce que c'est un tour qui existe toujours, faire découvrir la campagne japonaise et ses traditions à des voyageurs. Ouais. Donc, c'est inviter des étrangers à découvrir le quotidien de familles japonaises qui vivent à la campagne. D'accord. Et donc, du coup, dans notre cas, en janvier, il y avait, par exemple, faire ce qu'ils appellent le dondoyaki, qui est normalement un petit peu plus tôt dans le mois de janvier, mais D'accord. qui est une célébration où on fait brûler toutes les décorations du Nouvel An. D'accord. Donc, en fait, il va y avoir un espèce de feu de joie avec toute la communauté qui se rassemble, tout le monde qui fait un énorme feu de joie. Enfin, en fait, on va avoir des bambous, on va avoir du pain, on va avoir tout ce qui sert de décoration au niveau du Nouvel An. Donc un peu différent des posts qu'on avait fait par exemple sur Ohomé avec les dalumas qu'on faisait brûler. Du coup, c'est un peu lié Mhm. parce que c'est l'année passée est finie. Mhm. Donc en fait, en faisant brûler, le principe c'est que de 1, le feu est purificateur et que de 2, avec la fumée, ça monte vers les cieux où sont les dieux et donc du coup les dieux récupèrent les infos de ce qui s'est passé l'année d'après et on attire leur attention en disant on compte sur vous pour l'année à venir également. Okay. Donc c'est vraiment l'année dernière est finie. On passe à quelque chose de nouveau, on se débarrasse de l'ancien et on rachète des nouvelles choses. Okay. Ou pas, selon après les reset. périodes, mais voilà. Pour les dalumas, en l'occurrence, normalement, on accomplit ce qu'on avait prévu. Donc les dalumas, pour rappel, c'est les espèces de petites poupées rondes, souvent rouges,
Ouais. avec des têtes de monsieur avec des moustaches, qui Mhm. ont les yeux Ah, blancs quand ouais. quand on les achète, et dont on peint un œil quand on reçoit le Daruma, enfin quand on achète le Daruma. Pendant qu'on peint l'œil, on fait un vœu, et une fois que le vœu s'exauce, on peint le deuxième œil, Si le vœu s'exauce. si le vœu s'exauce. Et donc une fois que le vœu est exaucé, ben, le Daruma a rempli sa fonction. Donc à la fin de l'année, on l'emmène dans un sanctuaire ou dans un temple pour le faire brûler, et on achète un nouveau Daruma pour un nouveau vœu pour la nouvelle année. Ok. C'est un peu le même principe donc avec le dondoyaki, où pour le nouvel an au Japon, il y a toujours la tradition de mettre du pain, des branches de pain, des branches de bambou, de mettre des oranges, de faire des offrandes pour les Mhm. dieux Shinto au Japon. Il va y avoir aussi dans ce dondoyaki, qui est cette espèce de feu de joie, des calligraphies que les enfants ont fait à l'école. Donc pour la nouvelle année, il va y avoir qu'est-ce que vous voulez réaliser cette année, quels Ok. sont vos objectifs, quels sont ce genre de choses-là. Et soit il va y avoir les calligraphies un petit peu ratées, ou alors les calligraphies de l'année d'avant, qui ne sont donc plus d'actualité, qui sont un Mhm. petit peu obsolètes, qu'on renvoie aux dieux pour la nouvelle année qui arrive. Ok. Et typiquement, moi, je ne connaissais... Alors pourtant, ça fait 10 ans que j'habite ici, Alice, ça Mhm. fait 15 ans. Tu connaissais, toi, le dondoyaki avant que je t'en parle? Non, non, non. Et du coup, voilà, nous, on est quand même deux personnes qui sommes de base passionnées de culture Mhm. japonaise, et qui, en plus, participons à des activités. On a déjà été assez dans des cercles qui introduisent la culture japonaise, pour qu'on connaisse beaucoup, beaucoup de choses sur justement les coutumes Mhm. et les habitudes locales. Ni Alice ni moi ne connaissions le dondoyaki. Ça fait vraiment partie de ces activités où, quand on ne connaît pas quelqu'un de la communauté, on ne sait pas que ça existe, et si on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas y participer. Ce qu'on voit aussi, c'est le fait d'habiter en ville. Oui. Le mode de vie quotidien en fait, de la ville fait que énormément de traditions sont perdues en fait. Mm. Nous, on l'a vu à plusieurs reprises, les feux dans les temples Mm. pour se débarrasser donc, de tout ce qu'on avait acheté l'année d'avant. Maintenant, le dondoyaki, c'est encore différent. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment... Bon, en général, c'est en partenariat, on va dire, avec un sanctuaire ou un temple. Mais là, à Nagano, c'était fait au milieu d'un champ de riz qui était en repos, en Mhm. jachère, entre deux récoltes. Donc, c'est fait, on va dire, à la bonne franquette, même si, Ouais. là, c'est à la bonne japonette, on va dire. C'est pas du tout quelque chose... Enfin, c'est un rituel, mais Ouais. c'est un rituel comme on fait les feux de la Saint-Jean en France, Ouais. par exemple. Ouais, ça rappelle ça, ouais. Donc, on avait eu ça, qui est pas du tout luxueux Mhm. en soi. Enfin, c'est Ouais. juste, en fait, une dizaine de personnes qui se rassemblent dans un champ, qui ramènent des branches, qui ramènent des papiers, qui ramènent des décorations, et qui mettent le feu. Enfin, en soi... Donc pour les Japonais, potentiellement, ça rappelle des Mm. souvenirs d'enfance. Pour les étrangers comme nous, Mm. en fait, ça nous fait vraiment découvrir un autre pan de la culture japonaise. Oui. Et c'est un pan de la culture japonaise qu'on ne découvrirait jamais si on n'y avait pas accès via des Japonais qui veulent faire découvrir ça. Mhm. Donc, en ça, c'est effectivement très exclusif. Ouais. Au niveau du tour, on avait aussi la découverte d'un théâtre de marionnettes qui s'appelle le Iida Ningyo, donc qui est une pratique artistique qui ne se passe qu'à Ida, même s'il y a plusieurs types de théâtre de marionnettes au Japon, qui s'appelle normalement le Joruri. En fait, c'est le même principe, c'est 3 personnes qui manipulent une marionnette. D'accord. En général, ce genre d'expérience, quand c'est dans les programmes, c'est un musée et puis un petit spectacle, et en fait, c'est pas très très fun, parce que en général, on comprend pas ce qui se dit, parce que c'est du vieux japonais Mhm. qui est chanté, Mhm. que c'est un art qu'on n'a pas du tout en Occident, donc on n'y est pas forcément sensible. Mhm. Mais là, en fait, nous, on a eu l'occasion de manipuler les marionnettes, Ah oui. ce qui se fait Jamais. jamais. Mhm. Parce que c'est des marionnettes très très fragiles, parce que c'est un héritage, parce que c'est un artisanat qui est fait à la main. Enfin, pour le coup, là, on est sur du luxueux et de l'exclusif, Mhm. parce qu'un artisan va faire un masque de marionnette une seule fois. Enfin, jamais il y aura 2 fois le même masque. Mhm. Que c'est des produits qui coûtent cher Mhm. pour créer le masque, et que en plus, maintenant, c'est très très rare, donc ça coûte très très cher. Ok. Donc, ça paye pas de mine, on va dire, entre guillemets, mais en soi, c'est une expérience exclusive et assez luxueuse. Oui, je suis d'accord. Parmi les autres expériences qui étaient et exclusives et luxueuses, on a eu la chance de déjà dormir dans un ryokan, donc qui est un hôtel, une auberge-hôtel traditionnelle japonais. Oui, c'est assez réducteur, je trouve, quand on dit auberge Ouais. japonaise pour les ryokan, parce qu'en fait, on a une image Auberge. très auberge. Toit de chaume au milieu des champs. Sauf qu'un ryokan,
il y a tout, en fait. Oui. Il va y avoir Imaginez-vous le voyage de Chihiro. Bah ça, c'est un ryokan. Ça, c'est un ryokan. Mais après, on va avoir des ryokan vraiment beaucoup plus simples et beaucoup moins luxueux. Mais ici, là où tu es allé, donc à Nagano, c'était une des belles auberges. Ouais, c'était une belle auberge. C'est une tellement belle auberge que l'empereur et son épouse y sont passés en 2017 ou 18, je crois, à l'occasion d'un de leurs tours du Japon. Donc, c'est un ryokan qui est quand même assez réputé pour accueillir la famille impériale. Bien sûr. Donc, c'est pas rien. Et Mathilde. Et s'il vous plaît. Mais outre le lieu qui était donc exclusif et luxueux dans ce sens-là, on a aussi eu la chance d'assister à un spectacle de danse et de musique traditionnelle japonais. D'accord. Donc il y avait d'une part ce qu'on appelle un groupe de hayashi. Donc hayashi, c'est Petit bois. Pas le petit bois. Bon, pour ceux qui connaissent peu le japonais, donc effectivement, hayashi, normalement, ça veut dire petit bois, et le grand bois, c'est mori. Et du coup, en fait, non, hayashi, c'est un groupe de musiciens de musique traditionnelle. D'accord. Donc, ça va être en fait un petit orchestre à la japonaise avec des instruments traditionnels japonais. Et les danseurs, en fait, c'était des danseuses parce que c'était des geishas. Ah oui. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu la culture japonaise, ne voit pas danser une geisha qui veut. Oui. On peut faire de nombreux voyages au Japon sans jamais voir de geisha. Ni en croiser dans la rue et encore moins avoir la chance d'avoir un dîner accompagné d'une danse ou de voir des geishas, parce que pour le coup là on est vraiment sur de l'exclusivité et du luxe, mais surtout sur de l'exclusivité dans le sens où pour avoir un dîner avec une geisha, c'est pas une question d'argent. En fait, si on n'a pas quelqu'un qui nous introduit, on n'aura jamais cette chance-là. Parce que ça reste un monde très très fermé. Moi, à Kanazawa, je l'ai beaucoup vu également. C'est quelque chose qui s'appelle, si je ne m'abuse, le Ichigen no Kotowari, qui veut dire pas de premier client. Parce que c'est un système où, en fait, pour passer très rapidement dessus, les clients payent une fois dans l'année. Donc, en fait, toutes les représentations d'une geisha vont être facturées une fois dans l'année. Donc, il faut être sûr que la personne peut payer tout ça à la fin de l'année. Si on le connaît de ni d'Ève ni d'Adam, c'est un petit peu compliqué de faire confiance. Donc on part du principe que si monsieur A ou madame A me recommande monsieur ou madame C, ça veut dire que soit monsieur ou madame C pourra effectivement s'acquitter de ses dettes, soit j'irai toquer à la porte de monsieur ou madame A pour me payer les dettes de monsieur ou madame C, le cas échéant. Donc ça reste quelque chose de assez rarement accessible et assez passionnant, même si c'est un style de musique et un style de danse qu'on n'apprécie pas forcément, parce que encore une fois c'est très singulier. Oui. Mais en termes d'expérience, c'était vraiment génial. Donc on avait eu un dîner japonais avec entertainment pendant 2 heures, je dirais. Ah oui, c'est assez long. Donc là, on est sur du luxe et de l'exclusif, mais pour continuer sur luxe et exclusif, est-ce que c'est ce qu'on évoquait en début de podcast, passer une nuit chez l'habitant. Oui. Bon, mais c'est pas luxueux, sauf si ça l'habitant habite dans un château. Bien sûr. Mais en l'occurrence, c'était pas le cas parce que le principe c'était de passer une nuit dans des maisons traditionnelles. Là, en l'occurrence, ils appellent ça des kominka, qui sont généralement des maisons de fermiers en fait. Donc avec des grands espaces de stockage, avec une architecture assez particulière. En plein milieu de nulle part. En plein milieu de la campagne. Donc, pas du tout luxueux. En plus, on est chez l'habitant, enfin, on est nourri par les gens qui nous hébergent. En soi, c'est pas luxueux, en soi, c'est complètement exclusif parce que déjà, on va pas toquer, à moins de s'appeler j'irai dormir chez vous ce soir. On ne va pas toquer aux portes des gens pour se faire héberger pour une nuit. Mais du coup, c'est en fait l'occasion de vraiment échanger. Moi, en plus, en l'occurrence, moi, je parle japonais, donc c'était facile d'échanger avec mon hôte sur sa vie dans une kominka, sa vie à Nagano. Ce qu'il a emmené là. Voilà. C'est des expériences totalement uniques. Et encore une fois, si on n'a pas quelqu'un pour nous présenter à nos hôtes, on peut pas vivre ce genre d'expérience. Après, là, c'est vrai que ça devient encore plus exclusif du fait que tu parles la langue. Oui. Et qu'il y a un échange qui peut se faire. Mais c'est assez magique. C'est vrai que ces expériences-là, c'est difficile de les mettre en place. Et c'est ce qu'on essaye aussi, nous, avec Tokimeki, de vous offrir ce qu'on a découvert, ce qui nous a vraiment fait vibrer, de vous éviter les impairs et les pépins que nous, on a pu vivre. Et puis de sélectionner aussi parce que, en l'occurrence, là,
il y a des gens qui s'en sont très bien rendus compte, mais les Japonais vont pas se dire que c'est intéressant de partager le quotidien. Mhm. Parce que pour eux, bah, c'est le quotidien, c'est Ouais. basique, c'est Ouais. comme prendre le bus ou comme. Enfin, Bien sûr. il n'y a aucun intérêt. Et à côté de ça, ils vont vouloir nous présenter des choses très très chères et potentiellement un peu barbantes et un peu moins innovantes. Ouais. Au final, c'est un peu comme faire les crêpes avec un breton, c'est sympa. Voilà, les crêpes avec un breton. Mais du coup, à ce niveau-là, nous, on saura aussi vous dire bon, ben voilà, il y a souvent ça qui est proposé, Mhm. qui est recommandé. Mhm. Maintenant, nous, on pense que vous faire ce genre d'expérience, c'est plus intéressant, plus enrichissant et Ça vous apportera davantage quelque chose. ça correspond plus à ce que vous recherchez. Après, bon, bien évidemment, comme évoqué là, pour rebondir sur le tour sur Nagano, il y a de l'exclusif et du luxe. Donc, comme on le disait Mhm. avec les geishas et la danse, il y a de l'exclusif pas luxueux. Mhm. Je pense que, de manière générale, si on veut découvrir le Japon qui est authentique, si on veut découvrir le Japon hors des sentiers battus, si on veut aller dans la campagne japonaise, on ne peut pas s'attendre à avoir un programme qui est 100% luxueux parce que ça Ouais. n'existe pas en fait. Ouais. La campagne japonaise, c'est beaucoup de fermiers. Pas luxueux en soi, c'est des super expériences, des superbes paysages, les rizières en perte de vue. C'est une expérience en soi que on ne pourra que recommander. Et aussi parce que du coup, les campagnes japonaises en ont besoin. Faire connaître leur culture et de montrer leur richesse. Mais richesse ne veut pas forcément dire. Oui, mais puis par exemple pour rebondir sur les ryokan dont on parlait tout à l'heure, où au Japon un ryokan va être considéré comme très 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 luxueux, mais on dort sur des futons. Oui. Par exemple, donc c'est les lits à la japonaise, on est sur un matelas un petit peu épais qui est sur un tatami. Donc on est sur un matelas à même le sol, souvent on va manger à même le sol sur une table basse, et ça c'est des comportements qui sont considérés comme tout à fait normaux et qui n'enlèvent rien au luxe de l'expérience, mais d'un point de vue d'occidental, c'est des points qui sont un petit peu des fois difficiles à accepter comme étant luxueux. Bien sûr. Donc ça, c'est intéressant aussi de remettre le luxe dans son contexte culturel. Très important, je pense. Pour pouvoir profiter de cette expérience, c'est important de laisser un peu à la porte sa culture et ses habitudes. Si on veut vraiment découvrir et profiter surtout de son expérience, dans ce cas-là, il faut s'imprégner et se laisser porter en fait par cette expérience et par la culture qu'il apporte. Après, en tout cas, mon expérience à moi, Mathilde, qui a vécu pendant longtemps à Kanazawa. Tu côtoyais tous les jours les geishas. Tout à fait. Pas du tout, hein, mais mais Kanazawa, c'est une ville qui est très 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 connue comme ayant une grande culture artistique et artisanale, qui produit énormément d'artisanat traditionnel au Japon. Malheureusement, au Japon comme en France, comme je pense dans beaucoup d'endroits du monde, l'artisanat traditionnel a du plomb dans l'aile, se perd parce que il n'y a plus la demande qu'il y avait à une époque, parce que les gens ne payent plus aussi cher pour des objets potentiellement du quotidien. Les jeunes n'ont pas forcément envie non plus de faire toute cette partie d'apprentissage qui est très très long, notamment pour des artisanats japonais. Ouais. Et puis même des arts, tout ce qui est. Par exemple, pour les marionnettistes, il y a quelqu'un qui s'occupe de la tête et du bras droit, et quelqu'un qui s'occupe des jambes, et quelqu'un qui s'occupe de la main gauche. Et tu passes 3 ans à faire les jambes, puis après tu fais 3 ans pour faire la main gauche. Et puis après, au bout d'à peu près 10 ans, tu vas peut-être pouvoir toucher à la tête. Ouais. Donc c'est énormément de formation, c'est un temps incroyable. Mais du coup, pour juste retourner sur la question des artisanats, un objet qui est connu comme luxueux, c'est le kimono, par exemple. En ce moment, il y a quand même une crise du kimono où les Japonais n'en portent plus, vraiment. Donc la demande ayant baissé, il y a de moins en moins de producteurs. Bien sûr. Ce qui fait que ceux qui produisent encore des kimonos aujourd'hui, ils en produisent un par an. J'exagère, je grossis beaucoup le trait, mais ça veut dire que le kimono qui est produit par cette personne devient et exclusif, et rare, et cher. Mais du coup, on atteint des sommes énormes. C'est pas rare d'avoir un kimono qui vaut plus de 10 000 €. C'est tout à fait dans le domaine des possibles. Et à côté de ça, on a des gens qui ont des kimonos qui pourrissent dans les armoires, parce que c'est des kimonos qu'ils ont récupérés de leur famille. Que eux-mêmes ne portent pas le kimono. Et du coup, on a cette espèce de décalage entre le produit qui est très 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 luxueux et ce produit qu'on peut acheter pour vraiment pas cher, parce qu'en fait,
c'est quelque chose dont les gens ne veulent plus. Mais ça reste des produits d'une finesse incroyable, qui méritent amplement le prix qui leur est attribué. Et nous, je pense qu'Alice est d'accord avec moi sur ce point-là, mais quitte à faire un voyage au Japon et à ramener un beau souvenir, autant investir dans un vrai bel objet d'artisanat, plutôt que d'aller acheter un souvenir made in China dans les grandes surfaces. Bon, après, ça a son charme aussi, hein, mais... Chacun fait par rapport Oui, bien sûr. à sa bourse. Mais effectivement, c'est important. Si vous aimez le Japon, si c'est cet aspect-là aussi du Japon qui vous plaît, c'est important aussi de le soutenir. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'artisans maintenant qui se sont adaptés et qui font des petits objets à prix tout à fait abordable pour permettre aux gens de justement profiter de cet aspect-là de la culture. D'un côté un petit peu plus environnement, question de vie, pour revenir sur le sujet exclusivité et luxe, malheureusement, ça peut encourager à la surconsommation également, parce que notamment sur des questions d'exclusivité avec des éditions limitées, ça va encourager les gens à acheter l'édition limitée et à se débarrasser de leur édition normale, qui pourtant n'est pas forcément obsolète. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Toujours réfléchir aux besoins versus les envies. Si on a toutefois cette conscience vis-à-vis de la consommation et de la surconsommation. Après, en général, qui dit luxe et ou exclusivité veut dire qu'on est sur des produits de bonne qualité. Ouais. Qui dit bonne qualité dit durabilité. Donc, potentiellement, on investit une fois et on garde ce produit-là pendant très très longtemps. Oui. Donc, à ce niveau-là, en termes de consommation et d'éco-responsabilité, c'est pas mal. Ou si on veut s'en débarrasser, de revendre ou de donner. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire sur cet épisode-là. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur la question. Ouais, on serait contente d'avoir des retours aussi, soit de gens qui ont une expérience de ça, ou juste un avis sur la question par rapport à ce que vous voyez dans les médias, surtout que maintenant avec les réseaux sociaux, il y a quand même une grande publicité de lieux qui sont dits luxueux et ou exclusifs, mais où du coup maintenant tout le monde a accès. Ouais. Donc en fait, quelles sont les attentes, quels sont les bénéfices et les inconvénients de ce genre de pratique, de voir un petit peu ce que vous en savez, ce serait intéressant pour nous, ne serait-ce que pour que ça nous serve de référence pour monter nos futurs dossiers. Bien sûr. Et si ces journées en campagne japonaise, ça vous intéresse, si ce genre de tour, ça vous a toujours un peu questionné, n'hésitez pas à nous faire des messages aussi pour nous en demander plus. On sera ravis de vous mettre en lien avec les gens qui organisent ce genre de tour, parce que ça nous ferait plaisir de faire découvrir la tradition japonaise au plus proche de son quotidien. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée, soirée, week-end, et à un prochain épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.